Anas Kazib, Macron, il a enchaîné 1 an de gilets jaunes. Maintenant, il enchaîne sur des réformes toujours plus violentes. L'assurance chômage, maintenant, la réforme des retraites. Une durée de grève totalement historique. Au point où on en est ce soir, qu'est-ce qui peut encore l'arrêter ? La rue, le mouvement ouvrier organisé, le fait qu'on généralise la grève, il n'y a que ça qui peut les arrêter. C'est quand ils ont peur de tout perdre, en fait, qu'ils cèdent. Pour l'instant, ils n'ont pas peur de tout perdre, parce que même une réforme des retraites, s'ils la retiraient, ça les laisserait toujours en position. Donc, enfin voilà, c'est comment... Moi, je pense qu'il faut généraliser d'une part cette grève, mais pour la généraliser, ça se fait pas uniquement de manière incantatoire ou en lançant des slogans ou autre. C'est justement matériellement en essayant de poser d'autres revendications. Moi, je pense que déjà, peut-être une des erreurs qui a été faite dans le démarrage de cette grève, c'est que c'est une grève défensive. Et à la différence des Gilets jaunes, on peut faire le bilan sur ce qui a pu être obtenu ou pas obtenu, de satisfaire de certaines choses ou pas. Ils ont reculé rapidement sur les questions de taxes sur le carburant, tout ça. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes, en fait, ils ont mis tout de suite la barre très haute. C'est-à-dire que lorsque vous avez des personnes qui vous parlent de minima sociaux, de pensions d'invalidité, etc., de salaire, de SMIC et autres, vous êtes obligé déjà d'une part de céder la base et puis derrière de commencer à voir comment vous pouvez avancer certaines choses. Et je pense que nous, on n'aurait même pas dû discuter de cette réforme ni du retrait, mais commencer à venir avec un projet réel, profond en fait, de dire que ouais, ok, vous êtes pour ça, mais nous on s'en fout déjà de vos histoires, nous on va vous expliquer ce que nous on vient réclamer. Je pense qu'on devrait commencer à passer à l'offensive, parce que sinon c'est facile, on peut tous faire des super tracts, on est pour les 32 heures, on est pour le SMIC à 1800 et pourquoi pas 3000, mais si tu mets personne dans la rue, si tu fais jamais en sorte de sortir une seule fois dans la bataille pour être à l'offensive. Lorsqu'on regarde ne serait-ce que la plupart des grèves locales qui sont... Il y a plein de grèves qui gagnent, mais ce qui gagne, c'est les grèves locales. Mais pourquoi ? Pas parce que uniquement elles sont locales, parce qu'elles ont la particularité d'être offensives en fait. Parce qu'on va avoir des salariés qui vont demander une augmentation du taux horaire, on va avoir des salariés qui vont demander des heures de repos, etc., qui vont demander énormément de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'une des erreurs, c'est qu'on est à la défensive. Moi, j'aimerais qu'on parle plus uniquement du retrait de la réforme des retraites, mais qu'on parle d'un autre système, c'est-à-dire de comment en fait on fait en sorte de sortir d'un pays où il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 6 millions et demi de chômeurs, 200 000 SDF, 600 qui sont morts en 2018 et sûrement peut-être 600 ou 650 qui mourront en fonction des bilans qui sont sûrement morts en 2019. Donc enfin c'est de tout ça qu'il faut parler. Et je pense que c'est comme ça qu'on ramène du monde. Je pense que ça a été la particularité du mouvement des Gilets jaunes, parce que les gens se sont sentis investis d'une nécessité en fait à sortir, de se dire il y a quelque chose là quand même, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose à obtenir qu'on n'a jamais pu obtenir dans les mouvements précédents. Et je pense que ce mouvement-là, il doit d'une part se généraliser, mais se généraliser aussi dans la manière dont on a de revendiquer. C'est-à-dire de dire voilà, il y a le monde des Black Rock et nous on veut le monde des travailleurs, le monde de celles et ceux en fait qui se réveillent le matin. En tout cas aujourd'hui on est en train de démontrer, je pense à la population, et notamment au patronat, on est en train de révéler par A plus B qui ne servent à rien. On est en train de montrer à tout le monde que le patron de la RATP, il peut gagner ce qu'il veut, il n'a aucune utilité dans le système de production de la RATP, c'est pareil pour la SNCF. Donc le moment où les gens vont comprendre que peut-être faudra pas demander uniquement la réforme des retraites, mais peut-être demander l'expropriation des richesses et de dire à un moment donné, c'est nous qui faisons tourner le système, pourquoi toi tu gagnerais 450 000 euros, on n'a pas besoin de toi, on t'écarte et c'est à nous de gérer nos entreprises, de demander par exemple la nationalisation des transports publics, que le chauffeur de bus du Havre, de Lyon, de Lille ou de Paris, la moindre personne qui déplace quelqu'un d'un point A à un point B, que ça soit en avion, en bus ou en train ou à vélo, qu'elle soit sous le même système. C'est-à-dire c'est comme ça en fait qu'on pourrait généraliser. Je pense que le chauffeur de bus du Havre, s'il se dit ah ouais donc là il y a la réforme des retraites, mais moi si j'ai bien compris il y a aussi la question de pouvoir avoir aussi des augmentations de salaire, un système meilleur, etc. Je pense que le chauffeur du Havre il se dirait bon ben là le jeu en vaut peut-être la chandelle et peut-être que je vais me mettre dans la bataille moi aussi sur ça pour dire c'est pas uniquement la retraite mais c'est tout le monde néolibéral de Macron qu'on essaye d'affronter aujourd'hui. Olivier Besancenot évoquait à l'instant l'effondrement d'un monde syndical ancien où les délégués étaient un peu tout-puissants, passaient par la grille du coq pour négocier à l'Élysée et puis faisaient avaler le truc aux bases. Effectivement, on parle beaucoup depuis quelques semaines, depuis même quelques mois, d'une gilet jaunisation des bases syndicales. Est-ce que vous, Anas Kazib, c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que cette fois-ci, les directions syndicales sont sous la pression ?
Oui, clairement, elles sont sous la pression, non pas uniquement de l'effet de gilet jaunisation, bien sûr. On a regardé pendant un an les gilets jaunes, quand tu es un travailleur, tu vois des gens qui sortent de nulle part, qui se mettent torse nu devant des canons à eau, ça te laisse réfléchir en fait. Ça te fait repenser à toi, est-ce que ta manifestation de République à Nation, est-ce qu'elle a une grande utilité quand tu as des gens qui ont parfois 65, 50, 80 ans, qui vont jeter des pavés ou quoi que ce soit. Donc c'est comment en fait ces choses-là, elles impactent aussi l'esprit des gens et puis aussi le côté en fait de fragilisation en fait d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron il était terré, on parlait de lui dans des termes de bunker, il était bunkerisé à l'Élysée. Les gens ils disaient qu'il avait pris quasiment 20 ans d'âge et il était obligé d'être maquillé. C'est tout ça en fait qui a fissuré, c'est-à-dire que nous Macron on l'a vu arriver, il disait c'était Jupiter et le mouvement des Gilets jaunes a fait tomber en tout cas Jupiter, a montré que déjà ce n'était pas Jupiter, que c'était bel et bien un être humain comme tout le monde et qui il avait ses forces certes, mais il avait aussi énormément de faiblesses. Et ça, c'est la première chose. Après, sur la question des directions syndicales, je pense qu'elle est multiple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça fait 25 ans qu'il n'y a que des défaites, je mets de côté le CPE, parce que je pense que le CPE, moi j'en ai fait partie, mais nous, je me rappelle la jeunesse, on se retrouvait, il y avait des hordes de lycées. Moi, j'étais dans le 19e, on croisait avec le lycée Bergson, avec Jacquard, etc. On descendait, on arrivait, on était dans la station, on était quasiment déjà 4000. Aujourd'hui, quand tu arrives à faire une manif de 4000, tu te dis, ah, franchement, c'était une bonne manif. Et nous, c'était rien que certains lycées de quartier. Donc, je mets de côté le CPE, mais sinon, de manière générale, c'est des défaites accumulées. Et le néolibéralisme de Macron, le macronisme a une particularité. Ce n'est pas le fonctionnement des anciens. Ce n'est pas le fonctionnement par exemple, la loi El Khomri, Laurent Berger, il le revendiquait que 80% du texte était rédigé par la CFDT. C'est-à-dire qu'il savait louvoyer, il savait négocier, mettre en avant les corps intermédiaires. Moi, il y a un spécialiste du mouvement social que je cite souvent, qui est Raymond Soubi. Raymond Soubi, c'est l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, qui vient souvent en tant qu'éditorialiste dans certains médias. Et Raymond Soubi, l'une des premières choses qu'il a dit sur Macron, il a dit « Attention ». De ne pas vous couper des corps intermédiaires parce que vous êtes en train de les fragiliser en fait. Vous êtes en train de montrer entre guillemets, sans le dire, mais en italique en bas, il y a écrit vous êtes en train de montrer qu'ils ne servent à rien du tout et que en fait, si vous êtes en train de montrer aux gens que ceux dont on a besoin qui sifflent la fin de la récréation pour dire ils n'arrivent plus à avoir ni de sifflet ni à rien siffler du tout, bah qu'en fait c'est ceux d'en bas qui vont commencer à s'occuper de vous et ceux d'en bas n'ont pas la même boussole que eux, c'est-à-dire les salons feutrés, les trucs on sort devant la presse, on fait une déclaration et voilà, c'est beaucoup plus radical. On voit par exemple l'UNSA RATP, à la RATP, ils sont sur le retrait total. Ils sont sur le retrait total, alors que l'UNSA nationale est en train de dire que le système par points, c'est bien. La CFDT cheminot, c'est pareil, elle est pour le retrait total. Et Laurent Berger est en train de dire, là il a dit, l'âge pivot c'est suffisant, ça nous suffit. Donc à un moment donné, il y a une déconnexion. Et ça, c'est lié à tout ça. C'est lié aussi également au corporatisme qu'il y a eu dans un certain nombre de mouvements. En fait, moi je pense à 2007, je pense à 2003, je pense à 93, etc. où Balladur a réformé le système des retraites et que les confédérations du public n'ont pas fait le choix d'aller soutenir tout ça. Donc c'est une accumulation qui est en train de se payer et je pense que Macron, il est plus féroce et plus offensif parce qu'aussi, faut dire ce qui est autour politiquement, c'est le chaos total, quoi. Sinon un semi-chaos, quoi. Enfin voilà, donc c'est-à-dire que il n'y a pas d'opposition, il y a aucune opposition politique ni rien du tout. Enfin voilà, c'est assez problématique et les confédérations syndicales, lorsqu'elles sont déjà ultra fragilisées, il n'y a personne pour faire le rapport de force. Donc aujourd'hui, c'est la base qui est obligée de s'organiser, qui est obligée de penser aux caisses de grève, qui est obligée de penser aux actions. La trêve, elle tient de la base. Parce que quand Martinez, le 19 décembre, il dit rendez-vous le 9 janvier, pour lui, rendez-vous le 9 janvier. Mais moi, je le dis, je le répète, si la base ne s'était pas organisée, en fait, nous, on a fait une coordination RATP-SNCF avec plus d'une trentaine de secteurs de la RATP et de la SNCF. Si on n'avait pas pensé à faire l'action à Gare de Lyon 23 décembre, si on n'avait pas pensé à déposer un parcours de manif le 26, si on n'avait pas pensé à aller au siège de La République En Marche vendredi dernier, il n'y a rien. Les gens, ils reprennent. Ils vont pas attendre 20 jours de plus juste pour une manifestation interprofessionnelle. Donc, c'est tout ça qui est en train de se jouer. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que sur le fond, Martinez n'a pas tellement changé.
Je pense moi je trouve que c'est plutôt positif, là, il se radicalise un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont faites, mais moi je rappelle quand même que Martinez, malheureusement, nous on lui disait le 5 décembre, il faut appeler à la grève générale, camarades, dès maintenant, c'est pas dans 33 jours, c'est pas dans 35 jours, c'est pas quand les gens ils sont déjà fatigués qu'on doit commencer à appeler les gens à rejoindre le mouvement, c'est dès le départ, il faut généraliser le mouvement, et c'est ça qui est assez problématique pour moi, mais enfin, en tout cas, nous on maintient le mouvement, parce que sinon on arrêterait, quoi. Mais on est convaincu que il y a la possibilité de gagner, on est convaincu qu'on peut gagner, on va faire les efforts nécessaires, on n'est plus à un jour près de grève, on n'a pas fait 34 jours pour rentrer chez nous une main devant, une main derrière, mais il va falloir aujourd'hui, clairement je rejoins ce qu'a dit Olivier sur la question de la grève par procuration. Moi des fois je lis des commentaires, tenez bon parce que sinon on est tous morts. Mais si tu es convaincu qu'on est tous morts derrière, rejoins-nous, ne demande pas de tenir bon, on n'est pas des super-héros, on peut pas se battre pour tout le monde. Et parfois on entend même du corporatisme, mais comment on peut refuser entre guillemets le corporatisme, mais en même temps d'être considéré qu'on regarde deux corporations s'affronter au gouvernement. Si on veut éviter le corporatisme, il faut que ça soit large, il faut que ça se généralise, il faut que les plombiers, les boulangers, les routiers et autres, il faut que tout le monde se mette dans la bataille. Si tout le monde met le rapport de force au même moment, et ben à un moment donné, je pense même comment mobiliser d'autres secteurs de la population justement? Mobiliser le privé? Je pense que les gens, si la réforme des retraites, c'est pas leur leitmotiv, faut qu'ils essaient de rentrer avec leurs revendications et leurs armes à eux. Faut qu'ils essayent de venir en tout cas. Là, on est c'est au-delà de la réforme des retraites. Moi, je le dis souvent dans mes interventions, c'est l'histoire de la lutte des classes qui est en train de se jouer. Là, aujourd'hui, finir sur une défaite, ce serait chaotique, non pas uniquement pour la RATP, la SNCF, mais pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de ce pays. Parce que derrière, ça sera la sécurité sociale, ça sera les congés payés, comme a dit Olivier, ça sera un certain nombre de choses. Et on va pas refaire 35 jours de grève dans 6 mois. C'est faux. C'est aujourd'hui que se joue la bataille. Donc, si on veut éviter... c'est quoi le résultat? Ça veut dire là, on accepte, admettons, on reprend tous le boulot demain, on a perdu, bon courage, retour en 2022, tu choisis qui, Macron ou Le Pen? La peste ou le choléra, quand même, on va faire un petit front républicain et tu vas encore remanger Macron pendant 5 ans et pendant 5 ans, il va terminer ce qu'il a pas eu le temps de faire en 5 ans. C'est juste pas possible. C'est pour ça qu'il faut, dès maintenant, en fait, que celles et ceux qui regardent ce direct, qui se disent, voilà, moi, si moi, je suis pour la hausse des salaires, je fais des banderoles, je fais débrayer les gens dans mon secteur. Nous, on dit, on est pour la hausse du SMIC, nous, on dit qu'on est pour ceci, pour cela, mais qu'on vienne, qu'on mette tout le monde, qu'on agrège l'ensemble des forces pour affronter le gouvernement. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Les Gilets jaunes, pendant 1 an, je pense même pas que ça soit le RIC ou ci ou ça. Je pense qu'ils sont venus, ils étaient déterminés à affronter le gouvernement. Tu viens pas dans une manif, pour citer par exemple un camarade comme Jérôme Rodriguez, quand tu te fais éborgner, tu retournes pas les samedis si tu n'es pas intimement convaincu que ce que tu es en train de mener comme combat est un combat ultime en fait, que tu es en train d'affronter directement le gouvernement. Parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire en éborgnant, en arrachant des mains, en matraquant, en envoyant les gens, c'est faire peur, en éborgner un pour faire peur à 10 000 et c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on voit plus largement la continuité en fait du mouvement des Gilets jaunes, mais j'ai envie de dire même avant le mouvement des Gilets jaunes, nous les cheminots on était en grève, etc. C'est 30 ans ou 40 ans de lutte aujourd'hui qui est en train de se jouer et c'est soit le monde de Macron, le monde des Black Rock, soit c'est notre monde. Et après, moi j'espère qu'après cette victoire, derrière, on en fera des batailles, vous inquiétez pas, ça va redonner du souffle, ça va donner du moral à tout le monde. Les gens ils vont se dire, ah ouais, les Gilets jaunes, ils ont réussi à faire ça, le mouvement ouvrier organisé, il a réussi à faire ça. En vérité, il faudrait peut-être même maintenant sortir demain pour d'autres choses. Est-ce qu'au sein des syndicats, maintenant, le rapport sur les Gilets jaunes s'est transformé? Parce qu'il a longtemps été très méfiant. Moi, je pense que les directions... Et la ligne de Martinez, elle était pas totalement isolée, en réalité. Dans une certaine gauche radicale qui a complètement raté les Gilets jaunes pendant des mois. Moi, j'oublierai jamais le torchon qu'ils ont signé le 6 décembre 2018, qui dénonçait les événements du 1er décembre 2018, la fameuse prise de l'Arc de Triomphe, comme on l'a appelé. Il y a eu un communiqué qui était sorti ce jour-là, signé par plusieurs organisations syndicales, pour dénoncer ça. Donc, il y a ceux d'en haut, ceux d'en bas. Nous, on a toujours été dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y avait énormément de cheminots, il y avait plein de personnes qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes. Moi, le 24 novembre, sur les Champs-Élysées, il y a une interview que je fais, j'appelle à généraliser. Je dis même à ce moment-là, c'est là que se joue la bataille de la réforme des retraites. Parce qu'on savait que déjà, il y avait des discussions. Donc moi, je pense que lorsqu'il y avait l'Arc de Triomphe,
putain, si tu couplais ça avec des grèves massives partout, etc., mais on serait dans une situation révolutionnaire. On serait même pas en train de parler de retraite. On serait en train de parler de comment on prend le pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on met, est-ce qu'on exproprie, est-ce qu'on on fait de la réforme agraire, on donne aux agriculteurs, on dégage Nestlé et compagnie, on leur laisse les terrains pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Je pense qu'on aurait pu... Les directions syndicales ont fait défaut au moment crucial. On est d'accord? Les confédérations syndicales, oui. Moi, je n'ai pas de mal à parler de bureaucratie syndicale. Enfin, voilà. Moi, je suis trotskiste. Trotsky, il disait, la bourgeoisie, elle a sa police, sa justice, ses médias, mais elle a également sa bureaucratie syndicale. Il ne faut pas se mentir. Vous savez, le taulier, il préfère discuter avec le chef plutôt que discuter avec 1000 personnes devant lui. Donc, c'est plus facile à gérer une personne, de voir comment, derrière, quand on voit Bernard Thibault, par exemple, aujourd'hui, il est chargé social au jeu de 2024. Thierry Le Pan, qui avait refait les chiottes avec l'argent des adhérents de la CGT, il a été nommé secrétaire d'État à la langue française par Emmanuel Valls, pendant que nous, on était en bataille contre la loi El Khomri. Quand on prend Nicole Notat, Chérec, etc., tous, ils ont à un moment donné, ils mangent dans la gamelle. Et nous aujourd'hui, on ne sait même pas comment remplir nos frigos. Donc, il est hors de question que Pierre-Paul Jacques, Berger ou je ne sais pas qui va nous dire c'est bon, nous, on a obtenu satisfaction. Lui, il touche 7 000 € et nous, on est en galère, on a sacrifié 34 jours. Donc, ce n'est pas possible. Vous avez ce sentiment, vous aussi, Anas Kazi, Berry-Drouet, de vivre une période de grande instabilité politique, comme l'a décrivait Besancenot, où tout peut basculer en quelques jours, où votre quotidien, votre vécu de la lutte, c'est plutôt de vous heurter au contraire à une dureté qui semble inamovible? Non, je pense qu'il y a un chamboulement partout, ne serait-ce qu'il faut sortir un peu de l'hexagone. Nous, on est trop patriotes, on a l'impression que tout peut se passer des choses, il se passe des choses en Iran, les gens sont en train de parler de la réforme des retraites. Enfin bon, on est dans la bataille, mais il faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire que ça soit au Liban, au Chili, en Équateur, en Algérie, au Soudan, enfin voilà, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde parce que le capitalisme est arrivé en fait à sa fin. Il est depuis longtemps, j'ai envie de dire, à sa fin, mais aujourd'hui on est en train de voir que il y a toute une guerre commerciale qui est notamment en train de s'exercer un peu partout dans la planète, notamment entre les États-Unis et la Chine, où au final, je vais donner un exemple. Faut savoir que le premier importateur de soja, c'est la Chine. Le premier exportateur de soja, c'est le Brésil. Sauf que Jair Bolsonaro, c'est l'ami de Trump, c'est-à-dire qu'il met en priorité la question du soja pour les États-Unis. Du coup, la Chine est obligée d'essayer de voir comment elle récupère du soja ailleurs. Et c'est pareil, il faut savoir que moi, j'ai une amie, son père est céréalier. Lorsqu'il y a eu la crise en Algérie, son père devait faire des marchés en fait avec la Russie. C'est pour ça que notamment, à un moment donné, Macron est parti en Russie pour voir comment il pouvait négocier des échanges commerciaux au niveau de l'agriculture avec la Russie. C'est-à-dire qu'il y a une instabilité internationale en fait. C'est les prémices. C'est-à-dire ils jouent pas avec la guerre si facilement que ça. Parce qu'ils connaissent aussi la tradition. C'est-à-dire qu'ils savent qu'après des périodes de guerre, généralement, il y a des période révolutionnaire très forte qui émerge. Et c'est pour ça qu'il y a souvent un vent d'extrême droite qui arrive, parfois un vent de fascisme aussi. Et puis la guerre est de la dernière alternative pour essayer que la bourgeoisie récupère un peu les marrons du feu. Mais oui, clairement, il y a une instabilité. Enfin, moi, jamais de la vie, j'aurais pensé que des gens du Puy-en-Velay, ils allaient cramer la préfecture du Puy-en-Velay. Jamais de la vie, j'aurais pensé que des gens allaient monter dans l'Arc de Triomphe un 1er décembre pour une histoire qui démarrait sur la taxe pour le carburant. Enfin, c'est inouï ce qui s'est passé. Je rejoins ce qu'a dit Olivier sur la question du fait que Macron soit terré. Enfin, faut savoir qu'ils ont visité le PC Jupiter, c'est le bunker de l'Élysée, le 7 décembre, parce qu'ils avaient vu sur les réseaux sociaux des plans des égouts qui circulaient. Du coup, les RG ont pensé que les gilets jaunes allaient envahir l'Élysée par les égouts. Et si ce n'était pas suffisant, donc ils ont visité le PC Jupiter, le bunker qui était à côté de l'Élysée. Et si ce n'était pas encore suffisant, ils ont mis un hélicoptère dans la cour de l'Élysée pour exfiltrer Macron. Et si tout ça n'était pas suffisant, ils ont mis 2500 gendarmes et CRS autour du quartier de Matignon. C'est-à-dire que si tu étais gilet jaune, que tu arrivais à mettre à l'amende 2500 CRS, etc., que tu avais une scie à métaux pour fracturer le bunker, ils arrivaient à sauver en hélicoptère. Enfin, ça montre le niveau de tension dans la bourgeoisie à ce moment-là, la crainte qu'ils ont eue. Et je pense que... Mais encore une fois, c'est vrai, mais j'y reviens. Il n'empêche qu'un an après, il déclenche la réforme de l'assurance chômage, il annonce la réforme des retraites, qui est une réforme extrêmement violente, le sait. Mais il le fait dans quel moment? Il le fait hélicoptère ou pas. Oui.
Non, mais sur ça, je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'on en ça, est là un an plus tard? Sur ça, je suis d'accord. C'est parce que, enfin, Emmanuel Macron, il est soutenu par ce qu'on appelle le bloc bourgeois, c'est-à-dire qu'il est soutenu par une aile très offensive en fait de la bourgeoisie qui lui demande et qui réclame en fait un certain nombre de choses très rapidement. Et c'est pour ces gens-là en fait qu'il est en train de faire de la politique et qu'il est en train de faire des réformes. Et il sait très bien que si ces gens-là le lâchent, il est mort. Il est mort totalement parce que la base ne le soutient pas. La population ne le soutient pas. Les travailleuses, les travailleurs, les gens les plus précaires de ce pays ne le soutiennent pas. Par contre, la bourgeoisie qui lui donne encore du crédit, elle l'aide. Moi, je considère qu'un mec comme Luc Ferry, même si certains peuvent penser qu'il est fou, moi, je considère qu'il n'est pas fou. Je pense que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules lorsqu'il dit il faut tirer à balles réelles sur les gilets jaunes. Parce qu'il considère que ce qui est en train de se passer, ils peuvent risquer de tout perdre. Donc, s'il faut déglinguer peut-être 1 ou 10 gilets jaunes, en tuer comme ça peut exister en Haïti, au Chili ou ailleurs, ils savent faire ça. Sauf que c'est risqué. Le truc des militaires, là, rappelez-vous le moment où ils avaient commencé la polémique. Est-ce que les militaires, ils n'allaient pas faire des forces de l'ordre? Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils savent très bien que lorsque tu commences à jouer avec le feu, en fait, le feu révolutionnaire, ça peut se retourner en fait contre toi. C'est-à-dire que si tu commences à tirer sur les gens, eh ben, tu as tous ceux qui étaient en train de regarder à la télé, eh ben, ils vont commencer à sortir et ça va pas être la même chose. Ça va pas être une histoire de salaire ou quoi que ce soit. Les gens, ils vont commencer à demander le pouvoir directement. Donc oui, il avance. Oui, sur une période plus calme, mais aujourd'hui, je pense qu'il est bien bête de nous sous-estimer. Quand même, en 2 ans, on peut le féliciter. Il a réussi à sortir le mouvement le plus subversif de l'histoire de la Ve République avec le mouvement des Gilets jaunes. Et il a réussi à taper déjà le premier record de grève depuis 95 et 86. Donc au moins, il a permis de nous remettre tous dans la rue. Maintenant, il va falloir qu'il nous aide à nous rendre compte qu'on est en réalité plus fort que lui et qu'avec un peu d'unité, avec un peu de stratégie, un peu d'intelligence, de lutte de classe, et ben à un moment donné, on pourra peut-être terminer définitivement. Mais ça passe, je le dis, je le répète, par une victoire aujourd'hui. Il faut qu'on gagne. C'est pour ça que celles et ceux qui n'ont pas envie de faire grève dans 6 mois, dans 1 an, ben, s'ils peuvent venir faire grève aujourd'hui avec nous, et ben derrière, ça évitera que Macron se pavane et commence à préparer les municipales en toute tranquillité. Un blocage de l'économie maximale, vous pensez que c'est possible dans les semaines qui viennent? C'est souhaitable en tout cas. Possible, c'est de chacun en fait. Chacun est maître de son destin et de ce qu'il a envie de faire. En tout cas, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on est sûr de gagner. Enfin, déjà, on se retrouve à 34 jours parce qu'il a manqué un certain nombre de secteurs. Si tous les secteurs étaient présents dès le démarrage, il n'y aurait même pas eu besoin de faire 34 jours de grève. Aujourd'hui, si on se retrouve à faire 34 jours, c'est parce qu'il y a eu des interventions uniquement sur des grosses journées d'action, mais il n'y a pas eu des interventions réelles sur la durée. Donc, enfin voilà, maintenant, oui, il faut qu'il y ait une prise en compte de ça, du fait que si on généralise, en fait, on arrivera à gagner. On arrivera à gagner pour tout le monde, pour les salariés du privé comme du public, mais également pour les générations futures, pour nos enfants. Nous, on le dit, le gamin qui va naître en 2026, on veut qu'il ait les mêmes droits que nous. On ne veut pas être la génération qui leur offront la clause du grand-père ou la génération qui leur offre la précarité. C'est hors de question, tout ça. Moi, mon père, il me raconte souvent un truc, c'est qu'il me dit, moi, mon fils, on est venu, on était des illettrés, des immigrés, mais on avait du travail, on changeait de trottoir, on allait d'un trottoir à l'autre. Tu avais des patrons qui tractaient dans les années 70 pour t'embaucher. Et il dit, jamais de la vie, j'aurais pensé une seule seconde que des gens, en fait, aujourd'hui, comme vous êtes beaucoup des ingénieurs, vous avez des doctorats, des masters 2, etc., et que vous soyez au chômage. Il m'a dit, jamais de la vie, j'aurais imaginé ça une seule fois que c'était possible. Il dit, non, on pensait qu'on était des ouvriers, mais parce qu'on n'avait pas fait d'études, on avait, je sais plus comment ils appelaient là, le certificat d'études, etc., et qu'en fait, c'était ça qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à être plus haut et qu'ils n'arrivaient pas à gagner mieux. Mais aujourd'hui, ça démontre par A plus B en fait que le capitalisme il est de plus en plus vorace en fait, que les inégalités se creusent de plus en plus. Enfin, à un moment donné, lorsqu'on prend, ils donnent le CICE, 40 milliards de CICE, 40 milliards de CICE. Ford Blancfort a pris 16 millions d'euros, ils ont supprimé 890 emplois. Whirlpool a pris 4 millions d'euros, ils ont supprimé plus de 250 emplois. Je parle même pas des GMS et autres. C'est-à-dire qu'ils arrivent même plus. Il y a une autre phrase de Trotsky que j'adore. En gros, je l'ai pas en tête, mais il disait en gros, si même l'exploité, il ne peut même plus avoir le privilège en fait d'être exploité. C'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la seule chose qu'ils te proposent, c'est du chômage en fait. C'est que pour eux ça leur va. C'est comme disait Marx, c'est l'armée de réserve quoi. C'est de vivre en fait, de pouvoir en fait jouer avec ça. Même l'assurance chômage, même chômeur.
Si tu t'es même plus sûr d'avoir une assurance, d'avoir une indemnité en fait. Ils veulent créer des SDF en fait, ils veulent créer des pauvres réellement et d'avoir par exemple aujourd'hui, tu as l'équivalent d'une classe de CM1, 26 milliardaires qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité. 26 milliardaires. Ils n'ont jamais conduit un Renault Trafic ou mis un bout de scotch sur un carton et ils sont milliardaires. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais ils nous prennent pour des crevards. Ils pensent que notre vie, c'est à nous, c'est l'oseille. Ils pensent, et c'est ça qu'on voit dans les médias, combien de temps ils vont tenir, les caisses de grève, etc. Moi, au début, je me disais, c'est bizarre quand même que les médias, ils n'arrêtent pas de nous parler des caisses de grève. Et c'est nous qui sommes en grève et c'est eux qui sont plus friands des caisses de grève. Mais c'est pour voir, en fait, est-ce que ta caisse, elle marche? Et eux, en fonction, ils font des calculs d'apothicaires pour voir, ah merde, ils ont pris 3 millions, alors là, ils peuvent rajouter encore 5 jours, etc. C'est parce qu'ils pensent qu'en fait, on est à ce point-là, en fait, notre vie, elle est rythmée par l'argent. Notre vie n'est pas rythmée par l'argent. On n'a même pas besoin de faire grève pour être en galère avant la fin du mois. La mi-du-mois, c'est difficile, qu'on soit routier, agent SNCF, postier, femme de ménage ou autre, on est en galère. Sauf que les seuls qui se bougent et qui font des choses, c'est les personnes qui se battent aujourd'hui, qui se sont battues hier. Quand j'entends, moi, dans les grands médias qu'on dit ouais, mais vous pensez à la femme de ménage, mais vous, est-ce que vous y pensez déjà une seule fois dans votre vie? Vous pensez à la femme de ménage que quand nous, on dit qu'on ne veut pas qu'elle soit attaquée par cette réforme.